Oh là les amis de la forêt. Petite chose avant de commencer, le fond est pourri, j'ai eu un dégât des eaux chez moi, donc je n'habite plus chez moi. Ce qui fait aussi que j'ai de la lumière nulle. Attendez, je vais essayer avec la lumière allumée. C'est jaune mais c'est lumineux, donc ce qui fait que j'ai pas non plus tous les livres avec moi dont je vais vous parler, puisque j'ai tout mis dans des boîtes et j'ai pas envie de défaire toutes les boîtes pour trouver des livres. Voilà, donc pardonnez-moi. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comme vous le savez peut-être, je suis une hater, vraiment. Non, c'est pas vrai, mais je suis assez parfois difficile. Euh, donc, c'est ainsi qu'on se lance dans cette vidéo qui est... c'est pas vraiment un flop 5 ni des trucs comme ça, mais plutôt mes grosses déceptions de 2024. Évidemment, encore une fois, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Et peut-être que je retenterai, enfin, non, il y en a un, je ne retenterai jamais. Mais, vous avez compris. On va commencer tout de suite avec ceux que je n'ai pas terminés. Alors, avant de comprendre ce très bel exemplaire, on va parler de Trespasses de Louise Kennedy. Si vous vous souvenez bien, j'avais eu des problèmes et des problèmes et des problèmes et des problèmes pour le trouver. Quelqu'un avait dû m'envoyer sur Vinted, mais elle l'a pas envoyé parce qu'elle avait pas le temps, tout ça. Ou son point RE était fermé, j'en sais rien. Du coup, j'avais trouvé une autre personne qui le vendait sur Vinted et je l'avais acheté. Enfin, et je l'ai DNF après peut-être 10 pages. Alors, Trespasses, ça parle d'une histoire d'amour impossible pendant les troubles en Irlande entre, il me semble qu'elle est une enseignante catholique, je crois, et un journaliste protestant en Irlande du Nord pendant la guerre civile, en sachant que guerre civile, trouble, vous avez compris, sachant que je crois ils ont genre 25 ans d'écart quoi. Donc de base, il y avait Irlande du Nord, ok, un truc impossible, ça passait pour moi. Le age gap, normalement, c'est pas du tout mon truc. Mais là, j'ai DNF après vraiment 10 pages, parce qu'en fait, il n'y avait pas de guillemets de. En fait, j'ai lu en anglais, donc les dialogues sont marqués par des guillemets en anglais, et il n'y en avait pas. Les dialogues étaient incrustés dans les paragraphes descriptifs, et du coup, pour moi, c'était pas du tout possible. Je n'arrivais pas. Du coup, bah, je l'ai pas fini. Enfin, je l'ai fermé. Là, non. Voilà. Ça m'énerve un peu parce que c'est le deuxième Impossible Love Story Irlande que je DNF. Parce que j'ai pas terminé non plus Red Stories de G.H. David. Parce que pour moi, ça ne tenait pas le coup. Enfin, la narration n'était pas ouf. C'était l'année dernière, je crois que j'avais lu celui-là. Il y a 2 ans, je sais plus. Et du coup, ça m'énerve. Mais je vais en trouver un. Je vais en trouver un. Le deuxième que je n'ai pas terminé, c'est donc Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. Si vous ne connaissez pas, c'est un phénomène littéraire qui raconte l'histoire d'une fille qui prend la place de son frère mort à qui on avait promis un destin incroyable et qui se fait donc passer pour un garçon, puis pour un homme pendant son adolescence. Ça se passe, c'est une fantasy historique en Chine, pardon, j'ai oublié de le dire. Moi j'ai lu en anglais, ça c'est une édition que je viens d'acheter pour un cadeau, donc ça veut dire que je l'ai pas terminé, mais je le conseille quand même. Pour les gens à qui ça pourrait plaire, puisqu'en fait l'écriture est incroyable, c'est super bien. C'est dur parfois, il y a des moments un peu... Mais je me suis arrêtée à la page peut-être 150, 160, et en fait il se passait rien. C'est-à-dire que, je vais le dire d'une manière un peu plus simple, si je voulais lire juste du world building sur la Chine à cette époque-là, je lirais un livre historique en fait. Enfin, je lirais un livre d'histoire, je lirais pas de la fiction. Donc voilà. Je pense que si vous voulez lire, il faut que vous consultiez la liste de tous les trigger warnings qui sont dans le livre. Après, il est très beau. Ça, c'est le bras jaune avec Jaspage. Mais enfin, voilà. Et si vous pensez le lire en anglais,
Il a un bon niveau d'anglais parce que je pense qu'il est assez compliqué. Heureusement, il existe en français. Donc, lisez-le en français si vous êtes un peu dans des galériens de l'anglais. Voilà, peut-être qu'un jour je lui donnerai une seconde chance. Je compte pas vendre le livre. Je l'ai dans une boîte, le mien, mais je ne compte pas le vendre. Peut-être que je lui donnerai une seconde chance parce que j'ai vraiment envie de l'aimer. Donc, voilà. Maintenant, on va rentrer dans la déception. La vraie déception. Je vous propose donc de déceptionner avec moi sur Late Bloomer de Maisie Headings. C'est une romance saphique vraiment très comfy entre une citadine qui a gagné à la loterie et qui part s'installer à la campagne pour créer l'atelier de peinture sur chaussures, c'est random. Hein. Qu'elle a toujours voulu faire, enfin ce qu'elle a toujours voulu faire dans sa vie, c'est une galérienne. Je vais encore utiliser ce mot-là aujourd'hui, mais genre, vraiment il lui arrive pas d'être bien dans sa vie et elle gagne à la loterie et du coup elle est trop contente. Sauf que ses amis sont intéressés, enfin. Et du coup elle achète une ferme à fleurs, parce que c'est vraiment plus une ferme à fleurs qu'autre chose, avec un atelier floral dans la campagne près de chez elle. Sauf qu'en fait elle l'achète. En fait, la grand-mère qui tenait ce truc-là vient de mourir, et en fait, c'est la grand-mère du deuxième personnage qui n'était pas du tout au courant que la maison était vendue et qui se retrouve à devoir habiter. En fait, elle se retrouve. Putain, comment s'appelle l'autre? Ah oui. Opal et Pepper à vivre ensemble sous le même toit. Jusqu'à là, moi j'ai vu ça, je me suis dit, allez, vous avez vu en plus, c'était un get one buy one, allez, buy one get one, je l'ai pris et tout. Et je l'ai lu direct quand je l'ai acheté. C'est rare que je les livre directement quand je les achète. Et j'étais trop déçue. J'étais trop déçue. Et je voulais dire que les tropes, c'était genre Opal est hyperactive et Pepper est autiste. Tremblement de terre. Donc voilà, enfin, j'avais des espérances et j'étais trop déçue. Pour plusieurs raisons. Bon, une fois la romance pour moi ne faisait vraiment pas forcer. J'ai vraiment du mal avec ça en général. Je trouve que j'ai vraiment du mal à shipper les personnages en général, mais là j'y croyais vraiment dur comme fer. Sauf qu'en fait, à partir du moment où il y a eu la relation entre les deux, le caractère, la personnalité d'Opal a changé du tout au tout, genre. Et ça m'a fait vraiment sortir du bouquin en fait. Elle passe littéralement de à Christian Grey. Je ne déconne pas. Et je n'ai pas compris. Et ça ne faisait aucun sens. Et ça donnait pas une image correcte du truc en fait. On est passé d'un. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Et ça m'a fait vraiment décrocher. Dans le sens où je pense que je la conseillerais, mais que pour moi ça ne passe pas du tout. Donc j'ai mis 3 étoiles sur 5, ce qui est pas ouf pour une romance en général. Je tourne autour des. Ah si, quand même 3-4. Pour le jeu contemporain en général, je tourne plutôt autour du 4. Mais là. Ouais. Non. Non, pas du tout. Voilà. C'était vraiment genre. Le concept, j'adore. Enfin, tous les prémices sont incroyables. Et la réalisation, à partir de ce moment-là, est désastreuse. Aussi, elle peint des chaussures Opal. Elle en peint pas une seule pendant tout le truc. Et puis, il y a tout le truc avec la... En fait, c'est la mère de Pepper qui a vendu la ferme à Opal. Et la mère de Pepper est une bip. Et genre, elle lui pardonne en mode, mais tu es ma mère, je dois te... Non, en fait. Non. Non, c'est pas comme ça. Ta mère est trop nulle. Et ben elle est nulle, c'est comme ça. Et t'as pas besoin d'avoir une relation avec elle parce que c'est ta mère. Je refuse. Je refuse. Voilà. Voilà, ça va. 3 sur 5. Voilà. Je rajouterai les photos là ensuite. On va aussi parler dans la même veine de Mexican Gothic de... J'ai oublié le nom de l'autrice. Merde. Alors, j'avais acheté Mexican Gothic en 2021. Et je l'ai à peine lu au mois d'avril cette année. Il me semble bien que j'en ai parlé dans ce que j'ai lu au printemps. Je sais plus du tout. Mais... quelle déception.
Quelle déception, quelle déception. Ça partait bien. Donc on parle, c'est quoi, Mexique début 20e où une jeune femme fougueuse reçoit une lettre de sa cousine qui dit qu'elle ne va pas du tout bien depuis qu'elle a épousé un Anglais. Des Anglais installés au Mexique qui ont une mine et tout ça. Et du coup, elle se rend sur place et c'est une ambiance un peu lugubre, château hanté, maison bizarre, enfin voyez-vous. Jusqu'à là, tout va bien. Et en fait, pour moi, ce n'est que un catalogue du début à la fin, un catalogue de tropes et de clichés du roman gothique mis les uns derrière les autres, jusqu'au point où en fait parfois ça fait un petit peu frissonner. Mais en fait, j'avais l'impression de dire une pastiche de roman gothique plus que genre un essai de roman gothique du 21e siècle en fait. Et ça m'a dérangé. Après, il y a vraiment toute la partie raciale entre guillemets qui est super bien faite sur les Anglais là qui sont un peu racistes et eugénistes vraiment. Mais je trouve que peut-être le personnage est un poil redondant. Genre il n'y a pas trop de... Le personnage principal est un poil redondant, il n'y a pas trop d'évolution du personnage en fait. La résolution aussi me semble un petit peu farfelue. Enfin, la réalisation, oui, techniquement oui, mais la réalisation de la fin en fait, c'était pas... Comment on appelle ça? Résolution. La résolution me paraît tout le temps être un poil trop facile, trop inattendu et en même temps trop attendu. Voilà, je veux dire, ça a été essayé, il y a beaucoup de gens qui ont aimé, moi je suis aussi passée à côté, par contre celui-là je pense que je ne le redirai pas. Parce que ça m'a fait tout le temps. Donc voilà. Je crois que j'ai mis 3 sur 5 aussi, donc c'est pas ouf. Pas du tout. Poursuivons dans la même veine avec Immortality, A Love Story. Alors vous savez que j'avais déjà eu beaucoup de mal avec Anatomy, A Love Story parce que je n'avais absolument pas pigé le côté A Love Story dans le truc puisque je ne shippais absolument pas les personnages, vraiment ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe comme on dit. Et en fait j'ai exactement le même problème dans le deuxième. Ça s'appelle Immortality, A Love Story. Where the heck is the love story? Vraiment. J'ai beaucoup aimé que Hazel... comment dire ça? Comment on dit en français? Que Hazel prenne son indépendance vraiment. Qu'elle ait ses convictions, qu'elle y tienne. J'ai beaucoup aimé toute l'intrigue avec la princesse. Franchement ça c'était bien. Mais le reste, du coup, le retour de Jack, parce que vous imaginez bien que Jack revient, en fait, moi j'aurais préféré qu'il reste mort. Voilà, je le dis. Parce que ça tombe vraiment, encore une fois, comme un cheveu sur la soupe. Je pense qu'il aurait dû rester mort. Voilà, j'y tiens à ce truc-là. Et il y a tout le truc de la société secrète qui m'a fait souffler. Au début, c'était super intéressant, et en fait, à la fin, on est là. Ouais, bon. Encore un bouquin qui aurait pu être un seul tome, ça aurait été très bien. Parce que la résolution de finalement voilà, et puis on peut être ensemble et machin et tout là. Ça ne tient pas la route, ça tient vraiment pas la route et ça me désole en fait pour le livre parce que je pense qu'un tome 2 où Hazel serait juste devenue Dr Hazel et que sans rien d'autre, ça aurait été 1000 fois plus intéressant d'en faire vraiment juste finalement un roman historique pour une partie 2 qu'en faire une espèce de romance avec un poil d'horreur là. Non, pas du tout. Ça me désole. Pendant que j'y repense, ça me désole. Excusez-moi, je viens de vider ma carte SD parce que je vais parler 30 ans de ma vraie déception, mon vrai flop de 2024. Serpent and Dove, tome 3, Gods and Monsters de Shelby Marin. J'ai lu. Donc j'ai attendu la sortie en poche pour acheter parce que
Mais en fait, il y a des euros parfois qu'il vaut mieux économiser et je suis contente de ne pas avoir payé le double pour une version de Saxus, sachant que le 2 était déjà pas ouf. Hein. J'avais plutôt... Pour un tome filler, c'était pas si mal, mais alors là on touche le fond en fait. Vraiment, je suis énervée. J'ai lu les premières pages, ça m'a saoulée. Voilà, j'étais énervée, j'arrêtais pas d'en parler à tout le monde parce que vraiment, ça m'a cassé les pieds. Sarah J. Maas qui dit Serpent and Dove est un joyau absolu. Dans quel monde en fait? Dans quel monde? Donc ça commence direct après les événements du tome 2. Et en fait, pendant 150 pages, il se passe rien. Juste il y a ce petit truc qui avait déjà été hint dans le 2. Mais en fait, j'ai lu jusqu'à la page, je crois, 110, 120. Et j'ai skip à la page 400. Et en fait, rien n'avait changé. Parce qu'en fait, ça m'a saoulée. En fait, je disais, je sais pas, vers la page 110, 120, je suis allée regarder tous les avis Goodreads. Et il y a plein de gens qui disaient de la page temps à la page telle, il ne se passe rien, vous pouvez skip. Donc moi, j'ai fait quoi? J'ai skip. Parce que ça commence à me saouler. En fait, j'avais l'impression de perdre mon temps à lire cette chose. Et en fait, en vrai, je dis il se passe rien. Mais il se passe deux trucs qui ont l'air d'avoir absolument aucune incidence directe sur ce qui se passe après, puisque j'ai compris sans vraiment passer lire les 200 ou 300 pages que j'ai loupées, j'ai réussi à me remettre dans le récit. Donc c'est que cette page là servait vraiment en fait à pas grand chose quoi. En fait vous voyez, on sent que ça aurait dû être un tome unique et que ça a été mis en trilogie, alors qu'un tome unique où on ajoute peut-être 200 ou 300, j'abuse, 150-200 pages au tome 1 pour qu'ils affrontent Morgan, ça aurait été 1000 fois mieux que de taper, là il y a 650 pages quoi, de ah, on va mourir, et si on jouait à Action et Vérité? On a des personnages qui reviennent et dont on se souvient pas parce qu'il y a tellement de personnages. En fait, je pense que le world building dans ce livre est inexistant mais en même temps excessivement dense. C'est-à-dire qu'il aurait peut-être fallu se cantonner à il y a juste des sorcières à la place d'ajouter des nymphes, des machins, des loups-garous, des trucs mûches. Juste des sorcières, je pense que ça aurait été très bien. Trop de world building, trop de personnages secondaires qui servent à que dalle. Il y a trop de portes ouvertes. En fait, c'est ça le problème principal de cette saga pour moi, c'est que l'autrice continue d'ouvrir des portes alors qu'elle n'arrive pas à en fermer d'autres en passant en fait. C'est vraiment genre creuse, tu touches le fond et tu creuses encore quoi. Elle n'arrive pas à les fermer et elle continue d'en ouvrir, ce qui fait qu'à la fin on se retrouve avec encore des portes ouvertes. Il y a des comment on appelle ça en français? Il y a des conséquences pour tous les personnages à la fin, mais en fait on les effleure à peine. Du coup il n'y a absolument aucune intention émotionnelle qui est portée dedans en fait, même pour nous, pour lire, on est là, ah oui ok. Ok, ça c'est fait, c'est un catalogue à la fin en fait la fin. Alors machin ça, truc mucha ça, nanani, nanana. Et je crois que j'ai mis 2 sur 5, c'est ma plus mauvaise note de 2024 pour un livre que j'ai terminé. Parce que techniquement pour moi 13 passes aurait mérité 1 sur 5 hein. Si j'avais fini, ça m'aurait tellement saoulé ce genre de truc, le truc des pas de guillemets là, que j'aurais mis 1 sur 5. Mais en fait il n'y a rien qui sauve. Il y a peut-être, on va dire, à partir de 150 pages avant la fin jusqu'à 20 pages avant la fin qui sauve un peu le bouquin. Et Coco. Voilà, donc pour moi Coco ça reste, c'est le personnage secondaire, hein, c'est la meilleure amie de l'héroïne. Mais pour moi ça reste le personnage le plus intéressant dans son histoire et dans son évolution. Et ça aurait pour moi dû être le personnage principal. Puisque Lou, elle devient exécrable. Franchement on la supporte plus. On la supporte plus. Le caractère qu'elle avait dans le tome 1 passait encore pour assez réaliste avec ce qu'elle a vécu tout ça. Mais au fur et à mesure elle n'évolue pas et elle devient chiante, vraiment. Reed on n'en parle pas, le mec il fait des... je sais pas, choisis, soit t'es un gros con, soit t'es gentil, mais je sais pas, fais pas, genre change pas de personnalité toutes les 4 pages, ça ne mène nulle part en fait. Vraiment, ça m'a énervé. Du coup pour moi à partir du tome 1, je les aimais beaucoup Lou et Reed dans le tome 1. Enfin à partir du tome 2, avec tout le trouble de miscommunication qu'il y avait dans le tome 2 qui m'a saoulée.
Et jusqu'à la dernière page de l'épilogue de ce truc, ils ne sont pas shippables. Vraiment. Ils sont mieux tous les deux tout seuls qu'ensemble. Et je pense qu'il y a un problème parce qu'on est quand même sur une demi-romance, quoi. Parce qu'on est... Je déteste ce mot, mais pour moi, c'est la romantésie, ça. Et dedans, il y a le mot romance, et la romance ne prend plus. Et la fantaisie ne tient pas du tout dans le dernier tome. Donc c'est qu'il y a un problème quelque part. Il y a vraiment un problème quelque part. Et si vraiment vous vouliez commencer Serpent and Dove, je vous conseillerais de lire le tome 1 uniquement. Voilà. Parce que le tome 1 était vachement bien. Et je me retrouve un peu dans le même cas que la saga Kingdom, là. Kingdom of the Wicked, Kingdom of the Curse et Kingdom of the... Je vais dire le Fate, mais c'est pas du tout ça. The Fallen, peut-être. Non, je sais plus. Non, c'est Crown of the Fallen, le 2.1. Enfin, je sais pas comment on dit ça. Donc, je sais pas. Mais avec un 1 qui tient vraiment la route, et à partir du deuxième qui est juste un filler, tout s'effondre sur la fin avec des tropes de merde. Parce que comment tu peux mettre dans celui-là perdre la mémoire, possession, enfin machin n'est pas mort, et truc muche, en fait ça a un autre visage, et ça c'est la fille cachée de truc, et ça c'est la... Et en fait elle a volé le... Non quoi, non je suis désolée, tu choisis, tu peux pas tout mettre en fait, tu peux pas encore une fois faire un catalogue de ce genre de choses et qu'on te dise que c'est un joyeux absolu, parce que écrire de la qualité parfois c'est aussi réduire la quantité de choses qu'on met dedans. Et voilà, la balance, l'équilibre qualité-quantité, il est... Puisque la qualité est... Et la quantité est... Il y en a trop, il fallait choisir. Et je pense qu'elle a pas fait les bons choix, Shelby Mayrin. Et voilà, et je sais pas si elle a écrit des autres livres, si je vais les lire en fait, parce que... tous les avis Goodreads, même en anglais, parce que ça c'est en français, on me disait que la plume était naze, quoi. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'elle écrivait pas très bien, que les mots en français dans le truc ne veulent rien dire. Voilà, et c'est à ce moment-là, avant de partir vite, que je fais mon mea culpa envers la personne qui l'a traduit. Je me souviens dans ma review du tome 1, j'avais dit que rien ne faisait sens et qu'il y avait beaucoup de tournures de phrases qui étaient cheloues, et apparemment c'est dans la version originale déjà, donc je m'excuse auprès de la personne qui a traduit ce livre. C'est pas de ta faute, désolée. Voilà. Je conclue parce qu'il me reste 1 minute 04 de temps et que j'ai pas envie de passer 2 heures à critiquer ce bouquin parce que ça m'énerve. Voilà, c'était mes grosses déceptions de 2024. J'espère que 2025 on apportera un petit peu moins. N'oubliez pas de vous abonner parce que il faut sauver les biches dans les forêts. Voilà, sachez-le. Et voilà, je vous dis laters, gators. Je sais pas si quelque chose sortira après. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'année 2024 ou un très bon début d'année 2025 selon quand est-ce que ça sort. Et voilà.